Magic mirror on the wall, who is the fairest one of all? Cette formule, qui a été popularisée par le premier long métrage réalisé par Walt Disney en 1937, Snow White and the Seven Dwarfs, ce que vous connaissez sûrement, est fixée dans la mémoire culturelle collective, mais également toute l'intrigue disneyenne que je rappelle pour peut-être les personnes qui ne la connaîtraient pas. Une jeune orpheline désespérément en quête du grand amour, de préférence avec un prince charmant, est jalousée par sa belle-mère, la reine, en raison de sa grande beauté. Cette dernière, non contente de l'avoir réduite à l'état de souillon, tente de la faire assassiner par un chasseur. Blanche-Neige, épargnée, trouve refuge au fond des bois au sein d'une troupe de nains occupés toute la journée à la mine. Le répit, si l'on peut qualifier ainsi une succession de tâches ménagères intensives effectuées au service de 7 petits bonhommes, n'est que de courte durée puisque la reine, déguisée en vieille marchande, empoisonne Blanche-Neige à l'aide d'une pomme et la plonge dans un sommeil de mort. Elle en est heureusement sortie au contact des lèvres de son prince charmant, tandis que la reine, de son côté, chute mortellement, poursuivie par les nains au fond d'un précipice. Si Walt Disney s'est librement inspiré du conte allemand Sneewittchen des frères Grimm, il avait surtout été profondément marqué par une relecture théâtrale et musicale américaine de ce conte qui a été monté à Broadway en 1912 et ensuite adapté au cinéma par G. Searle Dawley en 1916. Blanche-Neige et sa belle-mère, comme vous le voyez ici dans une représentation, y évoluent dans un univers très rococo, qui est très différent de la noirceur du monde d'Imogen, la belle-mère de la princesse Neigefleur, que Jean Lorrain érige au rang d'héroïne dans sa réécriture fin de siècle qui inspirera à Jules Fontanet cette une du Gil Blas en France. On est ici au XIXe siècle et c'est par ailleurs au XIXe siècle justement que naissent littérairement Blanche-Neige et sa belle-mère ainsi que leur rivalité mortelle dans la version canonique dans l'histoire, c'est-à-dire telle qu'elle nous est parvenue. L'histoire littéraire allemande comme mondiale retient habituellement les noms de Jacob et Wilhelm Grimm comme les pères littéraires d'une enfant par trop naïve et d'une belle-mère par trop jalouse. Or, c'est en réalité un autre Grimm, allemand lui aussi, mais bien moins connu que ses deux homonymes, Albert Ludwig Grimm de son prénom et contemporain des deux frères, que nous devons en réalité la paternité du premier texte attesté sous le titre Sneewittchen, Blanche-Neige en allemand, et qui a été publié en 1809. La comparaison de deux gravures accompagnant ces deux textes pionniers, donc celui des frères Grimm et celui d'Albert Ludwig Grimm, suffit déjà à comprendre que les deux orphelines sauvées et veillées par des bandes de nains diffèrent sensiblement, l'une s'adressant aux nains dans une posture rappelant celle d'une sainte chrétienne, tandis que l'autre repose dans un cercueil de verre dans une nature sublime, atemporelle, qui imprègne le récit d'une dimension mythologique. À cette première mise en série de quelques œuvres apparentées à l'histoire de Blanche-Neige, laquelle procède uniquement du geste de la chercheure en littérature comparée que je suis, qui désire délivrer un aperçu certes très sommaire de la variété des contes à travers le temps et les cultures, répond une autre forme de sérialité. Une sérialité qui, dès les premières manifestations littéraires des contes, est intrinsèquement liée à leur écriture et à leur publication. Une sérialité qui implique également de considérer et d'analyser les contes dans leur dimension matérielle, discursive et générique, et plus largement médiatique. Rares sont en effet les textes désignés communément en français comme contes, à faire l'objet, avant le XIXe siècle, d'une mise en circulation et d'une publication sous forme isolée et unitaire. Enchâssés dans des récits cadres, multipliés dans des recueils, plus ou moins volumineux ou plus ou moins composites, découpés par les feuilletonistes pour servir les impératifs des publications périodiques à partir de la seconde moitié du XIXe, les contes sont déclinés en séries au sein de divers supports matériels. Ces supports impactent la production, tout comme la réception des contes, mais également la lecture et l'interprétation de ces histoires dont les effets de sens varient fortement au gré des discours et des autres formes génériques qu'elles côtoient. En ce sens, les contes n'échappent pas à l'impératif d'une analyse circonstancielle propre au récit sériel, selon la thèse défendue par Anaïs Goudman, que vous avez probablement entendue la dernière fois, à la suite de Mathieu Le Tourneux, entre autres, et je la cite, « L'objet récit sériel ne peut être détaché de son contexte de production et de réception, il est donc fondamental de le situer dans le cadre de l'écologie médiatique et sociale dont il est solidaire. » Ceci dit, le conte, si tant est qu'il soit possible de parler du conte au singulier, est souvent regardé comme un exemple paradigmatique du récit unitaire par opposition au récit sériel qui nous préoccupe dans le cadre de ce cours public, et ce, depuis que les structuralistes se sont saisis de cet objet pour asseoir les fondations théories de la narratologie classique dans la première moitié du XXe siècle. La lecture en miroir que je souhaiterais faire ce soir de 3 histoires de Blanche-Neige et de leur belle-mère
voire mère pour les récits les plus cruels, on le verra, entend démontrer que la frontière tracée entre récits unitaires et récits sériels est peut-être plus poreuse que ce que l'on admet habituellement, notamment au sujet des contes. Je débuterai ce parcours par la pièce de théâtre Das Märchen vom Schneewittchen, le conte de Blanche-Neige, publié initialement en 1809 par Albert Ludwig Grimm dans le recueil Kindermärchen, contes pour enfants. Cette pièce est suivie 3 ans plus tard par le texte en prose Schneewittchen, Blanche-Neige, 53e texte du recueil Kinder- und Hausmärchen gesammelt durch die Brüder Grimm, qu'on peut traduire par contes pour les enfants à la maison, collecté par les frères Grimm. Les 3 auteurs allemands n'auront de cesse de modifier leurs textes en réponse les uns à l'autre et l'un aux autres, jusqu'en 1857, qui est la date de la dernière édition du recueil des Grimm, de leur vivant. Enfin, une année plus tard, en 1858, c'est un auteur qui vous est peut-être plus familier, Alexandre Dumas père, qui publie Sa Blanche de Neige, estampillé conte pour enfants, en 2 livraisons dans l'hebdomadaire qu'il dirige et rédige à l'époque, le Monte Cristo. Chaque auteur possède une conception particulière et propre du conte, et notamment de l'usage pédagogique et moral qu'il est possible d'en faire, conception qui se traduit dans les options narratives, le déroulement de l'intrigue, le traitement des personnages, mais aussi et voire surtout dans les formes génériques et discursives et la matérialité des textes choisis, lesquels conditionnent la lecture. Je tenterai de mettre en lumière ces particularités en comparant notamment les incipits et les excipits, les débuts et les fins de chacun des textes qui ont en commun d'introduire les 2 protagonistes féminines des récits, puis de se débarrasser de la reine. Les premières Schneewittchen, ou les premières Blanche-Neige allemandes, émergent dans un contexte d'effervescence de la production de contes en Allemagne dans la première moitié du XIXe siècle, une effervescence qui a d'ailleurs partie liée avec la réorientation des contes vers un public plus enfantin, plus jeune, et le mouvement du second romantisme, qu'on appelle également romantisme d'Heidelberg. Jacob et Wilhelm Grimm, dit les frères Grimm, et Albert Ludwig Grimm n'ont aucun lien de parenté, et ils le précisent bien, mais outre le fait de partager un même patronyme, pour le plus grand malheur du second, qui est d'ailleurs tombé totalement dans les oubliettes de l'histoire littéraire, ont en commun de lutter au même moment pour la conquête d'une place dans le champ littéraire allemand, en consacrant une partie de leur œuvre seulement à l'écriture et à la publication de contes. L'œuvre d'Albert Ludwig Grimm, qui est théologien de formation et pédagogue de formation, qui a été ironiquement surnommé par les frères Grimm le maître d'école de Weinheim, est composite et génériquement hétérogène, mais atteste d'une prédilection pour la littérature de jeunesse. Convaincu que la jeunesse doit avoir des contes, et que la poésie des contes est la poésie de l'enfance, Albert Ludwig Grimm s'attache à défendre le recours à cette forme générique dans l'éducation et l'instruction des enfants. Il s'appuie donc sur la rhétorique du docere et delectare, et il insiste dans les 3 préfaces ou rééditions successives de son recueil Kindermärchen sur le plaisir que procure la narration d'un conte aux enfants, et il assure d'ailleurs ne fournir aucun texte qui n'ait auparavant été approuvé par un jeune public, et il fournit d'ailleurs des anecdotes à l'appui. Néanmoins, la lecture des contes et le bon usage qu'il est possible d'en faire ne peuvent, selon lui, se passer d'une médiation adulte, qui est notamment la garante de la morale. C'est ce que figure le frontispice du recueil Kindermärchen. On voit un jeune garçon qui tend un livre à un précepteur dans un intérieur lettré, typique des classes bourgeoises de l'époque, qui s'apprête à faire la lecture à un auditoire composé exclusivement d'enfants qui lui font face. Une telle scène fait écho aux propos d'Albert Ludwig Grimm dans la préface du recueil, qu'il destine lui-même aux parents et aux éducateurs pour qu'ils se chargent de la lecture à haute voix pendant les heures du soir, et notamment aux enfants. À cet égard, le fait d'opter pour une pièce de théâtre comme pièce liminaire du recueil, qui est le premier d'ailleurs recueil de contes publié par Albert Ludwig Grimm, n'est pas anodin, puisque le théâtre se prête particulièrement à la lecture à haute voix et à la performance. Pièce versifiée en 2 actes, puis 3 actes à partir de la seconde édition, le conte dramatisé de Blanche-Neige dépeint un petit drame familial dans lequel Schneewittchen, fillette de roi, est persécutée par sa belle-mère la reine qui lui préfère sa propre fille, Adelheid. Alors qu'elle chante avec grâce pour son père dans le jardin, la princesse est sauvagement enlevée par 2 chasseurs mandatés par la reine, mais elle est sauvée de la mort de justesse par les 7 nains qui arrivent sur des oies volantes, qui la recueillent dans le royaume de la montagne de verre où elle grandit paisiblement, tandis que les nains, de leur côté, menés par le roi Rataloum, se consacrent à défendre les gens des biens contre les forces du mal. La reine finit cependant par retrouver sa belle-fille grâce à son miroir magique et l'empoisonne avec des figues concoctées par une sorcière.
Rataloum, le roi des nains, parvient heureusement à ranimer la jeune fille, la ramène auprès de son père et punit sa persécutrice et ses alliés, Adelheid et les deux chasseurs. Tout dans la pièce favorise la lecture à haute voix, chère à son auteur. Des registres langagiers différents selon le statut social ou l'âge des personnages, les deux chansons qui sont insérées dans le texte, et d'ailleurs la seconde édition comporte même des partitions musicales pour qu'on puisse chanter les chansons avec les enfants, jusqu'au ton très enfantin des échanges. La pièce repose également sur des valeurs chrétiennes et un univers magique manichéen incarné par les figures, mais aussi clairement explicité dans le discours. La pièce s'ouvre sur un dialogue entre le roi et la reine. La seconde explique à son époux à quel point sa fille est une pécheresse et est égarée dans une voie qui devrait la mener droit aux enfers. Elle fournit à titre d'exemple de comportement impie le récit d'une bêtise commise par la fillette. Elle aurait brisé des pots de fleurs offerts au roi à l'occasion de son dernier anniversaire, ce qui est quand même une bêtise assez considérable. Le père doute cependant qu'un si méchant cœur puisse loger dans une si belle enveloppe, et en effet, la bêtise a en réalité été perpétrée par Adelheid, que sa demi-sœur protège. L'innocence de Schneewittchen, signalée par ses rimes et symbolisée par sa beauté virginale, qu'on voit également sur les gravures de la pièce, est mise à l'épreuve tout au long du récit par les forces du mal, mais résiste et triomphe au final grâce à l'assistance de Rataloum, le roi des nains. Ce dernier, qui épouse véritablement les traits d'un prédicateur, exerce dans la dernière scène du troisième et dernier acte de la pièce la justice divine. Il refuse la clémence sollicitée par Schneewittchen et inflige aux responsables des tourments de la jeune fille des châtiments à la hauteur des crimes commis, conformément à la loi du talion. La reine est enfermée vivante dans un cercueil de verre, Adelheid est transformée en miroir, et les chasseurs Franz et Peter sont changés en loups et condamnés à errer affamés jusqu'à ce qu'un chasseur les abatte. Le jeune lecteur, après qu'on lui ait lu le conte de Blanche-Neige, se sera donc délecté des péripéties magiques de ces personnages, tout en étant instruit de la leçon que la bonté et l'innocence sont toujours récompensées, et les bêtises et la méchanceté toujours sévèrement punies, et que la clémence n'a pas lieu d'être. La voix médiatrice ne revêt pas la même importance chez Jacob et Wilhelm Grimm, et c'est justement pour cette raison qu'Albert Ludwig Grimm refuse d'octroyer le qualificatif d'écrit pour les enfants au recueil que les deux frères, philologues et fondateurs de la germanistique moderne, publient 3 ans après le sien, Kinder- und Hausmärchen gesammelt durch die Brüder Grimm. Force est d'admettre que, finalement, Albert Ludwig Grimm avait bien saisi que la forme générique mise en place par ses concurrents n'était pas destinée prioritairement aux jeunes lecteurs, contrairement à l'opinion communément admise aujourd'hui. Bien que l'enfant, ou plutôt l'enfance en tant que concept, soit présente dans les Kinder- und Hausmärchen. Les Grimm tissent en effet une relation analogique entre enfance, la poésie et la nature, dans la préface au recueil, et ce faisant dessinent une image idéale de l'âge primitif, faisant allusion à l'origine pure de toute chose, et donc de la poésie et de leurs textes. Selon eux, c'est parce que les récits contiennent une innocence, et cette innocence qu'ils assimilent à l'enfance, qui est garante de leur authenticité et de leur origine ancestrale, voire mythologique, qu'ils peuvent fortuitement et de manière secondaire délivrer un bon enseignement ou un usage pour le présent, une leçon pour le présent, à l'image d'ailleurs de la Bible qu'ils citent plusieurs fois en exemple. Le frontispice du second volume, gravé par Ludwig Emil Grimm, qui est le plus jeune frère de Jacob et Wilhelm, c'était vraiment une affaire de famille, pour la seconde édition des Kinder- und Hausmärchen en 1819, traduit cet esprit. On peut y contempler le portrait de Dorothea Viehmann, dite la Phiménine, figure de paysanne narratrice, introduite dès la préface au second volume de la première édition. Les Grimm disent en effet avoir reçu d'elle de nombreux récits, les plus authentiques du recueil, et l'érigent en idéal de vieille conteuse du peuple, analphabète et fidèle à sa mémoire. Leur rencontre avec cette femme aurait, toujours selon les dires des Grimm, été l'opportunité de consigner par écrit une tradition ancestrale, laquelle aurait été, sans les capacités de mémorisation et de comptage de la Phiménine, totalement perdue. Ainsi est également traduit l'opportunité de transmettre un patrimoine populaire allemand et une poésie du peuple à leurs lecteurs de manière intacte. Ils disent d'ailleurs n'y avoir rien touché. Cela étant dit, le recueil grimmien, malgré le fait qu'il n'était pas destiné aux enfants d'origine, a été reçu comme une œuvre destinée par la jeunesse, ce qui a ouvert la porte à de nombreuses critiques qui ont reproché les traits cruels et sanglants, l'absence d'images,
le style brut et décousu, ainsi que des contenus scientifiques inappropriés à un jeune public dans le recueil. En réaction à cette réception, ou mauvaise réception de leur œuvre, Jacob et Wilhelm Grimm ont alors tenté de concilier leur projet poétique avec une écriture à destination des enfants au fil des éditions des recueils. Toutes les manipulations qui ont été entreprises sur ce recueil, malgré le fait qu'ils disent n'en avoir fait aucune, qui composent pendant une 50aine d'années, ont eu pour objectif de faire des Kinder- und Hausmärchen un livre d'éducation. En 1819, les Grimm revendiquent d'ailleurs avoir effacé avec soin chaque expression qui ne convient pas à l'âge enfantin. Dans le texte Sneewittchen, ce travail d'adaptation et de lissage est rendu très manifeste par l'introduction de la figure de la marâtre. Dans la première écriture et publication du récit en 1812, c'est en effet la propre mère de Sneewittchen qui tente à 4 reprises d'assassiner sa fille par jalousie. Ultérieurement, la mère biologique trépasse peu après avoir donné la vie à une fille aussi blanche que neige, aussi rouge que le sang et qui a les cheveux aussi noirs que de l'ébène. Et le roi se remarie avec une belle femme, mais fière et arrogante. Rappelons les grandes lignes du récit. Donc, après la mort en couche de sa mère, la petite Sneewittchen est victime de la jalousie de la nouvelle épouse de son père le roi, laquelle ne supporte pas la vérité que lui expose son miroir magique, à savoir que sa belle-fille âgée de 8 ans est plus belle qu'elle. Elle demande à un chasseur de la tuer en forêt, de lui ramener ses entrailles comme preuve pour pouvoir les dévorer. Mais le chasseur a pitié et la petite peut s'enfuir. Perdue dans la forêt, elle découvre une maisonnette, demeure de 7 nains, qui l'autorise à rester chez eux seulement si elle effectue en contrepartie leurs tâches domestiques. C'est un contrat très protestant. La reine la retrouve et tente à 3 reprises de l'empoisonner, d'abord avec un lacet, puis avec un peigne enduit de poison, et enfin avec une pomme empoisonnée. Les nains ne réussissant pas à la ranimer, ils placent le corps dans un cercueil de verre en haut d'une montagne et veillent la jeune fille qui ne se décompose pas jusqu'à l'arrivée d'un fils de roi. Ce dernier, épris de la beauté de Sneewittchen morte, ou à moitié morte, ramène le cercueil dans son royaume. Un de ses serviteurs, agacé de devoir entretenir ce cadavre, donne un coup dans le corps de la belle, ce qui a pour effet d'expulser le morceau de pomme empoisonné de sa gorge, une scène qui est assez bien moins romantique que celle du doux baiser qu'a introduit Walt Disney. Blanche-Neige se réveille donc et épouse le fils de roi qu'elle découvre à son réveil, tandis que la reine est forcée de danser chaussée de souliers ardents jusqu'à ce que mort s'en suive. Si le manichéisme et les valeurs chrétiennes sous-tendent également l'univers du conte des Grimm, ces éléments ne sont pas explicités comme on l'a vu chez Albert Ludwig Grimm, mais simplement représentés. Une leçon morale est toutefois distillée dans le conte en prose de Jacob et Wilhelm Grimm, mais elle n'est pas instruite dans le discours, elle n'est pas donc prise en charge par un des personnages. Au contraire, elle émerge de la simple lecture et de la simple déduction des lecteurs. Alors que c'est son innocence, à la limite de la candeur, qui pousse la Sneewittchen du pédagogue Albert Ludwig Grimm à tomber dans le piège de la reine, dans le cas du texte des Grimm, la responsabilité de Sneewittchen est engagée, puisqu'elle cède à 3 reprises à sa convoitise, faisant fi des recommandations des nains de n'ouvrir à personne, et ignorant leur mise en garde répétée face aux dangers qui la guettent. Le récit de Jacob et Wilhelm Grimm amène donc le lecteur à comprendre naturellement que la pseudo-mort de Sneewittchen résulte de sa désobéissance délibérée et à en déduire la leçon idoine. Le lecteur comprendra de surcroît que la méchanceté et la jalousie sont des tares sévèrement punies, ainsi que l'atteste le sort réservé à la marâtre. Invitée aux noces de sa belle-fille fraîchement ressuscitée, pour l'avoir triomphé au bras du fils de roi, elle reçoit son châtiment, à savoir danser chaussée de souliers chauffés à blanc jusqu'à ce que mort s'en suive. Le récit se termine sur cet épisode dont le lecteur conclut donc que les bons sont toujours récompensés et les méchants toujours punis, malgré les écarts que les bons aient pu commettre en cours de route, morale sur laquelle les Grimm insistent dans la préface au recueil. Et je passerai à Alexandre Dumas pour terminer, un texte que vous connaissez peut-être moins que le texte des Grimm. Donc, la publication de contes n'est pas prévue dans le programme qu'annonce Alexandre Dumas dans le premier numéro daté du 23 avril 1857 du journal qu'il lance à la suite du précédent et qu'il intitule « Le Monte Cristo, journal hebdomadaire de romans, d'histoire, de voyages et de poésie, publié et rédigé par Alexandre Dumas seul ». Suite à la parution d'Une mère, dans le numéro 10 du 25 juin 1857, qui est annoncé comme une traduction personnelle d'un texte d'un conte d'Andersen, il initie une série de contes feuilletons dès le 11e numéro de l'hebdomadaire.
Pour accueillir cette forme générique inédite au sein de son journal, l'écrivain conçoit une nouvelle rubrique qu'il intitule « Causerie en manière de conte » ou « Conte en manière de causerie » et qu'il introduit par des extraits d'une correspondance qui justifie sa création. Au sein de cet échange épistolaire, qu'il soit réel ou fictif, un enfant, Adolphe Ballet, se plaint de ne trouver dans le journal uniquement des causeries que pour les grandes personnes et promet de s'y abonner à la condition qu'Alexandre Dumas publie aussi des contes pour les enfants. L'auteur lui répond favorablement « Je vais vous donner un conte d'enfant, comme vous le demandez, seulement en même temps qu'il amusera les petits lecteurs, je tâcherai qu'il n'ennuie pas trop les grands. » Il lui recommande au passage de se montrer économe, une allusion probable à sa propre situation financière, puisqu'une des raisons ayant poussé Alexandre Dumas, alors ruiné et contraint à l'exil, à se lancer dans la production de journaux, est l'espoir de redresser ses finances. La scène des contes d'enfants du Monte Cristo admet la persistance d'un flou quant à la définition et à l'usage des textes étiquetés contes, qui peuvent se lire à la fois comme tels, c'est-à-dire pour Dumas comme un genre destiné à divertir les enfants, mais aussi comme une causerie, une promenade de l'esprit, une flânerie de l'auteur au gré de ses fantaisies, susceptible de plaire aussi aux adultes. Si la causerie est constitutive du fonctionnement conversationnel des cénacles parisiens au XIXe siècle, elle est dans le Monte Cristo comme dans les autres journaux de Dumas, une expansion discursive du sous-titre et également une affiche du directeur et rédacteur du journal qui se confondent puisque c'est Dumas seul qui produit ces journaux. Alexandre Dumas publie dès lors une importante série de contes qui sont pour la plupart des réécritures des textes d'Anderson ou des Grimm, qu'il mêle à ses propres œuvres romanesques et théâtrales qui sont redéclinées en feuilleton dans les pages du Monte Cristo puisqu'il surfe sur le succès de ses œuvres. Dans le numéro 35 du 17 décembre 1857, Dumas génère une nouvelle rubrique qu'il va intituler « Contes pour les enfants », qui va être déclinée régulièrement dans les colonnes de l'hebdomadaire de 58 à 1860 et dont fait partie le texte Blanche de Neige, publié en 2 parties en 1858 dans les numéros 44 et 45. Ce texte, et en particulier la fin, ou plutôt les fins, on va le voir, offre un exemple assez parlant de la façon dont fonctionne la série des contes feuilletons de Dumas et des stratégies qui sont adoptées par l'écrivain français pour se différencier des textes qu'il traduit, mais aussi réécrit, en l'occurrence ici Sneewittchen des Grimm. À la lecture de l'Incipit de Blanche de Neige, on pourrait être tenté de ne voir dans ce texte qu'une traduction de Sneewittchen des frères Grimm, voire une adaptation d'une des traductions françaises de ce conte, déjà abondamment diffusée en France, puisque Dumas en fait, ne parlait pas l'allemand, par contre sa femme, oui, donc il a probablement utilisé les connaissances de sa femme et aussi de ses amis, dont Charles Nodier, également Gérard de Nerval, qui eux parlaient l'allemand. Néanmoins, Alexandre Dumas introduit dès l'entame du récit des modifications qui orientent l'histoire vers un public enfantin. Il va par exemple concrétiser la dimension spatio-temporelle des récits en multipliant les repères temporels et en précisant la durée et la succession des différents événements, alors que chez les Grimm, la temporalité demeure très abstraite et très diffuse. Mais surtout, il va ajouter une fée qui n'a d'autre rôle dans l'intrigue que de dévoiler l'origine de la féerie. La fée des neiges exauce la prière de la mère de Blanche de Neige en lui prodiguant une fille à peau blanche comme neige, aux joues et aux lèvres rouges comme sang, et aux yeux, cils et cheveux noirs comme de l'ébène. On voit aussi qu'il va plus loin dans la description que ne l'ont fait les Grimm. L'écrivain français va ainsi combler une lacune du conte allemand original dans lequel rien n'explicite la venue au monde d'une enfant dotée de tels attributs de beauté et ajoute un être magique, familier de l'arsenal des contes de fées français lus et diffusés à l'époque. Mais c'est surtout dans le dénouement de Blanche de Neige que se révèle le plus manifestement la poétique du conte de Dumas pour amuser ses petits lecteurs sans ennuyer ses grands lecteurs, ou autrement dit pour raconter tout en causant. Il répare un autre aspect bancal du conte des Grimm, la disparition du père de Sneewittchen après la mort de la mère et l'entrée en scène de la belle-mère. Il ne réapparaît plus du tout dans le texte des Grimm. Chez Dumas, le géniteur de Blanche de Neige, qui est parti en campagne militaire, ressurgit à la fin du conte dans une scène pathétique à faire pleurer les anges de joie, pour céder son royaume à son gendre, le prince charmant, ce qui semble suggérer la primauté du thème de la filiation et de la transmission. Une telle fin met également l'accent sur le bonheur familial retrouvé et la relation père-fille, deux aspects qui interpellent directement un lecteur enfantin. Toutefois, cette fin va se greffer à une première qui traite du devenir de la reine. Chez Dumas, elle n'est pas du tout invitée aux noces de sa belle-fille et ses pieds ne sont pas horriblement brûlés par une paire de souliers chauffés à blanc comme chez les Grimm. Elle est au contraire atteinte de la petite vérole qui la défigure et provoque sa mort immédiate.
Cette cruelle destinée, qui n'est pas sans rappeler le sort réservé à la marquise de Merteuil dans Les Liaisons dangereuses, est aussi un clin d'œil intratextuel que seuls les lecteurs adultes du Monte Cristo et de Alexandre Dumas peuvent identifier à un de ses textes qui s'intitule « La mort de Louis XV », qui est le dernier chapitre du Testament de Monsieur de Chauvelin, une nouvelle des 1001 fantômes qui a été publiée par Alexandre Dumas en 1849 et auquel il fait directement allusion. À l'issue de ce parcours dans quelques textes fondateurs de l'histoire de Blanche de Neige, toujours intrinsèquement liés à celle de sa mère ou de sa belle-mère, j'espère vous avoir donné envie de vous plonger dans ces récits que vous connaissez peut-être d'ailleurs, et ainsi que l'écrit Jean-Michel Adam, c'est dans la série que se dessinent les possibles de l'œuvre. Les histoires de Blanche-Neige et de sa belle-mère constituent la matrice d'une certaine vision de la rivalité féminine et du rapport entretenu par les femmes à la jeunesse et à la beauté dans la culture occidentale. Cette vision est toujours d'actualité et il n'est pas anodin de retrouver nos deux protagonistes au cœur de séries contemporaines, comme Fables de Bill Willingham, mais aussi Once Upon a Time, produite par ABC, dont Marie Valls va nous entretenir dans un instant. Merci pour votre attention.